Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 1er octobre et à la une de ce journal, l'épisode des grandes marées touche à sa fin. Ce phénomène inquiète désormais les habitants du territoire en raison de l'affaissement de l'île, estimé entre 8 et 15 cm d'ouest en est. Depuis ce week-end, des précautions ont été de mise. Les barges n'ont pas été accessibles pendant un certain temps. Il en a été de même pour plusieurs bus scolaires. Certaines zones ont bel et bien été submergées, mais dans l'ensemble, le phénomène s'est avéré relativement léger. Alors quel bilan est-il déjà possible de dresser et quels sont les risques auxquels l'île pourrait faire face à l'avenir? Un reportage signé Marion Tellier. Les grandes marées d'équinoxe s'achèvent. Cet instant biannuel se produit sur toute la planète lorsque le Soleil traverse le plan de l'équateur terrestre. Un phénomène habituel qui aura désormais un impact particulier ici à Mayotte. En effet, en juin dernier, les services de l'IPGP avaient détecté un affaissement de l'île d'environ 15 cm en raison de la nouvelle activité sismique que connaît la région. Conséquence, la valeur maximale de ces grandes marées s'en retrouve accentuée. On a eu ce matin une très légère accentuation du phénomène par la levée d'un vent de nord-est, accompagné d'une mer du vent d'environ 50 cm et qui a créé des vagues au niveau du littoral et qui ont facilité en fait la pénétration de la mer à l'intérieur. Et ça c'est systématique hein, quand on a une certaine hauteur de mer qui part de plus haut que d'habitude, c'est-à-dire qui part d'une valeur de marée qui est maximale en fait. Et bien à partir de là, forcément les vagues vont monter encore plus haut. Ce matin, une surcote de 4 cm a ainsi pu être constatée, un phénomène toutefois relativement léger. On a eu la chance d'avoir des conditions météorologiques, de très bonnes conditions météorologiques, puisque pas de houle ou très peu de houle. On a un tout petit peu eu aujourd'hui, ce matin, et très peu de vent, ou quasiment pas de vent, sauf ce matin, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé initialement. Donc des conditions très bonnes qui nous ont permis sans doute de ne pas avoir plus d'eau sur un certain nombre d'axes, sur un certain nombre de secteurs. Toutes les hauteurs de marée associées à des conditions climatiques propices aux surcôtes seront à présent étudiées pour anticiper l'impact au niveau du littoral. Des mesures qui seront dès le début 2020 prolongées par la mise en place d'une vigilance vague submersion. Pour l'heure, si très peu de dégâts ont été constatés, de nombreux habitants notent la présence de déchets jonchant les sols des littoraux. Il appartiendra aux communes de solutionner cette situation. L'ADL, quant à elle, œuvre d'ores et déjà à la remise en état des voiries. Éducation, maintenant, nous l'évoquions hier, après des mois de travaux, le collège de Dembéni est à nouveau en capacité d'accueillir tous les élèves. Si ce chantier lié aux dégâts sismiques a coûté cher, ces constructions d'urgence peuvent répondre temporairement à la surpopulation dans les établissements. Ce matin, nous recevions Gilles Albou, le vice-recteur de Mayotte. Ce dernier est revenu sur ce collège, mais également sur les moyens d'enrayer la violence dans et aux abords des établissements de l'île. Au montage, Leslie Vimenet. L'éducation nationale n'aura pas été épargnée par les grandes marées d'équinoxe. Si les perturbations ont été limitées, elles ont existé et provoqué la colère de certains élèves qui n'ont pas vu les bus arriver. C'est le cas à Dembéni où un barrage a été érigé sur la route. La circulation entre Petite Terre et Grande Terre le matin pour nos élèves a été impossible, ce qui a évidemment empêché les uns d'aller de l'autre côté. Et, donc d'aller à l'école. Voilà, donc on a eu aussi, on va dire, des craintes sur la route entre Mamoudzou et Dembéni. Alors là, évidemment, on imagine on imagine toujours entre guillemets le pire. Les chefs d'établissement ont évidemment prévenu tous les élèves. Bon, certains ont malgré tout espéré voir passer le bus. Vous voyez comment sont les jeunes. Bon, on leur dit qu'il n'y a pas de bus, ils attendent le bus, ils se mettent à caillasser tout ce qui passe parce qu'ils voient pas le bus. Tout est rentré dans l'ordre. Des caillassages devenus une réponse pour certains jeunes et qui rappellent ô combien la violence fait figure de problématique dans les écoles. Dès le mois de janvier, un nouveau dispositif va être mis en place pour tenter de trouver des solutions.
On va déployer sur Mayotte le plan violence, donc voulu aussi par notre ministre et qui apporte un certain nombre de solutions. D'abord la fermeté, évidemment, dans les conseils de discipline, et puis derrière un certain nombre de dispositifs, notamment les classes relais qui permettent, on va dire, à des élèves qui n'ont plus leur place dans leur établissement parce qu'ils commettent des actes d'incivilité ou de violence répétées, et pour eux de trouver des solutions d'éducation, parce qu'on doit continuer à les éduquer, mais en dehors de leur établissement. On y travaille avec la PJJ, et dès le mois de janvier, normalement, on mettra en place ce type de dispositif, là aussi pour écarter les éléments les plus perturbateurs. Selon Gilles Albou, la violence aux abords des établissements est souvent le fait d'élèves ayant quitté le système scolaire très tôt, juste après l'âge légal, à savoir 16 ans. Le vice-recteur souhaite donc que les jeunes, même ceux ayant fauté, puissent aller au bout de leur cursus, même si cela passe par l'accélération des constructions et des rénovations scolaires, à l'instar du collège de Dembéni. 42 salles construites en 13 à 14 mois, c'est remarquable, et surtout ça nous permet d'envisager aussi l'avenir. À la rentrée 2020, moi ce que je propose, c'est que évidemment on duplique ceci pour les établissements qui feront la demande, et ce que j'ai dit hier, c'est qu'on va faire 3 paquets. Évidemment, il y a l'augmentation démographique, surtout en collège et en lycée. Donc là, ici, c'est une manière de répondre ponctuellement en attendant que des collèges et des lycées neufs soient construits. Et là aussi, on tient le timing, on tient les délais. Aussi faire des travaux d'aménagement ponctuel. On entend ici qu'il faut agrandir le vestiaire, plus de sanitaires. Et puis aussi, et vous le disiez, récupérer dans le système scolaire tous les élèves qui ont dû partir parce qu'ils faute de place en seconde dans la filière qu'ils avaient choisie, ou qui doivent bénéficier de systèmes que j'appelle un peu SAS. Ces constructions d'urgence apparaissent comme une piste pour construire rapidement et répondre à la problématique de la surpopulation. Pour rappel, un demi-milliard d'euros seront consacrés aux constructions scolaires d'ici 2022. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Mahmoud Aziari, ancien directeur général de la CIM, la Société Immobilière de Mayotte. Mahmoud, bonsoir. Bonsoir Pierre. Avec le micro, Mahmoud. Le micro. Bonsoir Pierre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes ici justement pour parler de la Société Immobilière de Mayotte. Un procès que vous avez avec cette société immobilière, un procès par rapport à vos indemnités de départ. L'affaire a été portée jusqu'en cassation. Vous avez été débouté et condamné à rembourser plus de 170 000 euros. C'est une affaire qui dure sur le temps. Comment vous avez pris cette décision? Vous vous y attendiez ou pour vous, c'est une surprise? Non, c'est une surprise totale. Maintenant, je le sais depuis à peu près 3 mois quand j'ai vu le premier rapport qui a été fait. Mais il me semble vous avoir assuré un jour qu'il est absolument impossible que je perde cette affaire. Vous l'aviez dit? Répétez, vous étiez sûr de vous? J'étais sûr, allez, à 200%, que je ne pouvais pas perdre cette affaire. Pourquoi? Parce que je me disais, je suis en France, à Mayotte, je suis en France, dans un des pays les plus évolués au monde, les pays les plus civilisés au monde. C'est impossible que je puisse perdre ceci. Et j'ai gardé cette conviction jusqu'à un moment où j'ai discuté avec un avocat à Paris qui est très connu, qui a beaucoup d'amis qui sont en cassation. Je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, Mahmoud, tu perdras. Alors pourquoi? Pourquoi selon vous avez perdu? Ça m'a fait une chose. Je dis non, mais je suis absolument certain que je ne peux pas perdre. Il m'a dit, tu perdras. Il suffit. Tout le monde pense qu'en cassation, tout est nickel. Il y a beaucoup de subjectivité dans les gens qui jugent en cassation. Et quand en France, on parle d'affaires de fric, et singulièrement quand on parle d'affaires de fric concernant un gars plus ou moins inconnu, sombre, dans une île lointaine, même si elle est française, mais que personne ne connaît, ton affaire n'intéresse personne. Et quand ça, en plus, la personne regarde la somme, qui se rend compte simplement que toi, un peu plus ou moins bougnol, tu gagnes beaucoup plus que lui, je t'assure, il fout ton truc en l'air, il met de la subjectivité. C'est-à-dire une interprétation particulière? Personnelle. Alors, pour que quelqu'un puisse interpréter, ça signifie qu'il a plusieurs façons d'interpréter. S'il n'avait pas plusieurs façons, en général, quand on contacte un avocat en cassation, il vous fait d'abord une note. S'il n'y a aucune chance
par rapport à son expérience que vous gagnez, vous dites tout de suite, vaut mieux qu'on n'y aille pas, on n'a aucune chance de gagner, nos moyens de cassation ne peuvent pas tenir. Si lui, il estime qu'il y a 1 ou 2 moyens de cassation qui peuvent tenir, il dit, voici les moyens de cassation qu'on va avancer, et vous donne aussi les réserves. Et ça, c'est très important, parce qu'ici, il s'agit de mots. Il faut vraiment que les gens comprennent ça et comprennent pourquoi j'irai très loin dans cette affaire-là, y compris aller porter plainte contre l'État français en Europe. Il s'agit de mots. La rémunération. Rémunération, ce que vous gagnez quand vous travaillez. J'ai pris tous les textes qui existent dans tous les documents que je connais, en français, en anglais. Moi-même, j'ai négocié des salaires au moins 10 fois dans ma vie. J'ai des contrats écrits en français, en anglais. J'ai une rémunération. Et si vous allez au fisc, aux services fiscaux, quand le fisc vous dit vous devez payer des impôts sur votre rémunération, vous payez des impôts sur tout ce que vous gagnez. Si vous avez un salaire fixe, un salaire variable, un salaire d'un logement de fonction, une voiture de fonction, tout, vous payez sur tout ce que vous gagnez, vous payez sur votre rémunération. J'ai un document ici qui parle de rémunération. Il dit le premier caractère de la rémunération, c'est son exhaustivité. Et ils mettent la détermination d'une rémunération doit être exhaustive. Partie fixe, partie variable, annuelle ou pluriannuelle, option d'action, action de performance, gestion de présence, conditions de retraite, avantages particuliers, etc. Ça, c'est un document très officiel du MEDEF, des sociétés cotées en France. J'ai un document, une jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour de cassation elle-même, celle qui a qui vient de vous mon débouter. pourvoi. Et j'ai les documents, tous ceux qu'ils veulent. Il dit la rémunération du directeur général d'une société anonyme, c'est-à-dire la CIM, intègre donc la rémunération, pas de mots en plus, la rémunération du directeur général d'une société anonyme intègre le salaire brut ainsi que tous les compléments de salaire, primes, avantages en nature et indemnités afférentes. Donc tous les textes, y compris une jurisprudence de la Cour de cassation, dit que quand on parle de rémunération, on parle de tout ces composants, de tout ce qu'il y a. On ne précise pas la rémunération intègre, la rémunération est exhaustive, la rémunération est ceci. En anglais, vous trouvez exactement les mêmes termes. C'est pour ça que je me disais, on est en France, on ne peut pas interpréter autrement le mot rémunération, et pourtant ici, on a interprété le mot rémunération uniquement concernant mon cas. Uniquement le cas de Mahmoud Ouazzari, de Mahorais à Mayotte, loin là-bas. Le mot rémunération a un autre sens le concernant lui. Justement, Mahmoud, vous l'avez dit à plusieurs reprises, selon vous, depuis le début, il y a une sorte d'acharnement sur vous, sur votre personne. Comment ça vous l'expliquez de manière rationnelle? Est-ce que vous arrivez à l'expliquer? Bien sûr que je l'explique. Moi, j'ai vécu à Mayotte jusqu'à 18 ans et je suis parti sans bourse, sans rien du tout. J'ai été bien corrigé parce que je me battais à l'époque pour que les autres puissent avoir une bourse et un billet d'avion pour aller étudier. J'ai été corrigé pour ça. Donc j'ai fait toutes mes études sans bourse et j'avais juré de ne jamais revenir à Mayotte. Et à un moment donné, je me disais, de toute façon, moi, dans l'âme, je n'aime pas la domination, ni la domination coloniale, ni la domination raciste. Et je savais qui existe selon vous ici? Mais bien sûr, mais c'est très prégnant, mais c'est terrible. Et là-bas, j'ai aidé mes compatriotes mahorais à la maison de Mayotte Métropole, donc je savais tout ce qui se passait ici. J'ai dit non, impossible que j'aille travailler à Mayotte avec ma façon de voir les choses. Donc j'ai travaillé quand même, j'ai eu la chance de bosser dans de grandes boîtes, etc. Et un jour, je dis, je vais à Mayotte, mais je sais que si je vais à Mayotte et que je réussis quelque chose, la foudre va s'abattre sur moi, mais j'espère que j'aurai le temps de donner un modèle aux plus jeunes, de montrer ce qu'on peut faire. Et je suis venu dans une société qui était pratiquement au bord de la liquidation. Je peux vous assurer qu'à peine la CIM, d'abord, quand je disais que je venais, c'était le fou rire dans les ministères à Paris, à l'AFD, à la Caisse des dépôts, c'était le fou rire. Des experts avant vous ont essayé, des gens ont essayé, vous croyez quoi? Et j'ai dit, je vais juste essayer. Allez-y, mais écoutez. Et donc, au moment où j'ai réussi, dès 2007, un premier courrier a été écrit. Vous avez passé 10 ans à la CIM. J'ai passé 10 ans. Mais je suis arrivé en 2005. 2007, le premier rapport de l'AFD montre que la CIM va s'en sortir. Un courrier
est écrit pour dire maintenant la CIM n'est plus de nature à faire fuir les gens qui sont bons. On peut trouver des gens. On peut trouver un autre directeur général. Et dès 2008, avec le préfet Denis Robin, j'ai commencé à avoir des problèmes. Et en 2008, j'ai voulu partir. J'avais de très bons amis à la CDC, à Paris, à la Caisse des dépôts. Et je leur ai dit que j'allais partir, d'autant plus que j'étais malade. C'était, je crois, mon premier ou mon deuxième épisode de sciatique. Je souffrais comme un chien. Et pendant que je souffrais comme un chien, je peux dire, le préfet Denis Robin me traitait comme un chien. C'était le fameux truc que j'ai mis dans le livre. On ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande de venir à la préf et d'écouter ce qu'on vous dit. Justement, vous avez souvent dit que finalement, c'était un ordre qui venait des plus hautes instances de l'État de vous faire partir. Mais ça, comment vous pouvez aujourd'hui en être certain et le prouver? Est-ce que vous avez des preuves de ça, de ce que vous avancez par rapport à ça? Et bien sûr, j'ai des preuves et je peux vous dire que le docteur Hamlati Ali, notre député, connaît ses preuves. Forcément, Tani connaît ses preuves, mais tous ces gens-là sont dans des cercles plus ou moins occultes et qui font qu'ils parleront jamais. Ils ne parleront jamais. Et pourtant, je pense qu'ils seraient bénis si au moins l'un d'eux, probablement Mme Hamlati Ali, pouvait dire. Mais dire quoi, Mahmoud? Mais Hamlati Ali, à un moment donné, m'appelait, en maoré, on dit Adjali Awanyahi. C'est le danger des autres. Une fois, elle m'a confié, parce qu'il rentrait beaucoup, elle m'a confié en privé, elle m'a dit, l'État veut tellement ta tête que le courrier qui a été écrit et qui a été envoyé à tout le monde dit que toutes les SEM d'outre-mer, toutes les SIDOM des Outre-mer, il y en avait 6, on avait sorti la Nouvelle-Calédonie. On doit virer les gens qui sont là depuis longtemps, mais ça n'a été fait que parce que toi, tu dois être viré. Et puisque Depuis, les statuts ont été remis à plat. Alors, les statuts devaient être faits pour valider le fait que je dois être viré, mais puisque on ne peut pas changer des statuts sans avoir d'abord réuni le conseil d'administration pour que le conseil décide que l'Assemblée générale extraordinaire va changer les statuts, dans le courrier qui est disponible, c'est écrit pour Mahmoud Ouaziari, pour le directeur général de la CIM, il va falloir anticiper le virer avant de mettre en place la raison pour laquelle il doit être viré. Et j'ai des contacts avec le président de la société immobilière de Guadeloupe. Quand il a eu ce courrier, il a écrit à la ministre des Outre-mer, c'était pour l'âge 20, il a dit, mais c'est quoi ce truc? Si vous ne nous donnez pas plus d'explications que ça, notre directeur à nous va rester. Mais le Hamlati n'a pas eu la même réaction, et les autres non plus. Et les autres... Hamlati Ali, qui à l'époque était présidente de la CIM, rappelons-le. Et tout le monde le sait aujourd'hui, et c'est ça qui est important, et je ne comprends pas le silence des médias de la presse. Le préfet, Seymour Morsi, a convoqué le président du conseil départemental, les vice-présidents du conseil départemental. Et je suppose qu'il a convoqué aussi le maire de Mamoudzou et ses adjoints, si j'en juge, parce que Bakary Boto est venu dire sur vos plateaux ici, en leur disant, si je n'ai pas la tête de Mahmoud Ouaziari sur un plateau, enfin, il n'a pas utilisé ces mots-là, mais si vous ne le virez pas, alors je bloque toutes les subventions destinées à financer les projets de Mayotte. Certaines de ces subventions étant quand même inscrites dans un projet partenarial de contrat de projet. Mais ce truc-là... Selon vous, les élus vous ont sacrifié pour l'intérêt général. Mais au-delà, mais l'intérêt général, c'est lequel? Je pense, sans fausse modestie, faire partie de l'élite mahoraise. Quel intérêt général vous trouvez en tuant l'élite de votre pays? Dans quel pays on voit que pour avoir votre intérêt général... C'était des sommes d'argent importantes et les élus ont sûrement fait le choix de prendre ces sommes d'argent. Si on en croit ce que vous dites, qu'ils le disent à la population, que nous avons accepté, nous avons écouté le préfet, il nous l'a dit et nous l'avons fait. Mais tout le monde le sait que ça c'est vrai. Mais c'est grave que dans une république, dans un département, on n'est pas dans une colonie, qu'un préfet, représentant de l'État et du gouvernement, réunisse des élus de la République et les menace, y compris de ne pas leur donner des fonds destinés à développer un territoire. C'est une gravité extrême. Et c'est d'autres gravités sont produites le jour où on me virait. Vous savez, ce jour-là, Hamlati Ali, la présidente, ne présidait pas le CA. C'est le préfet qui n'est pas membre du conseil d'administration qui présidait le CA. Et c'est Alain Faudon, le SGAR, qui avait pris ma place et qui distribuait des délibérations rédigées
à la PREF la veille au soir. On arrive, mais ça s'est passé pour moi. Parce qu'en réalité, pourquoi on m'a poursuivi ici ? On m'aurait laissé mon indemnité si moi, j'avais accepté ce que le préfet me proposait de rester à la CIM au-delà. Donc, ils allaient me virer et me proposer de rester jusqu'en décembre. Ils me viraient en fin mai et je devais rester jusqu'en décembre, 7 mois de plus. Pourquoi je devais rester ? Parce qu'ils avaient préparé quelqu'un dont ils ne voulaient pas me dire le nom, leur gars à eux, le gars compatible pour eux, et moi, je devais lui préparer le lit pour qu'il arrive. Et c'est quand j'ai refusé de rester qu'ils ont voulu me corriger, et c'est ça qui m'a amené jusqu'à ce que je perde tout, parce qu'ils voulaient carrément que je sois complètement déchu et terminé. C'est uniquement parce que je suis parti d'ailleurs qu'aujourd'hui vous avez Ahmed Ali Mondoha, directeur général de la CIM, parce que c'est pas du tout lui qui était prévu là, mais c'est parce que du jour au lendemain ils se sont retrouvés sans directeur général, parce que le gars qui devait venir n'était pas prêt, et j'ai refusé de rester, ils étaient obligés de le prendre là. Tani et Ramdati ont fait le reste en lui expliquant que si tu ne fais pas comme Mahmoud Waziri, tu seras compatible et tu pourras rester là. Et on voit les résultats aujourd'hui. Justement, Mahmoud, les résultats, parlons-en rapidement. La CIM, aujourd'hui, elle est aux mains de l'État. De manière générale, on sent un vent qui va dans le sens d'une remise en cause de la décentralisation. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Est-ce que finalement, ça va un peu dans le sens de votre affaire et de ce que vous dites depuis plusieurs mois, et notamment avec votre livre « Mayotte en souffrance ». Mais quand j'ai écrit ce livre, c'était pour réveiller les gens. C'est très marrant. À Paris, au niveau des journalistes entiers, on a vu le journaliste du Monde qui avait fait un article et qui avait cité ce livre. Beaucoup de gens ailleurs qu'ici ont pris plus conscience de ce que je disais dans ce livre que les gens à Mayotte qui dorment encore. La réalité de Mayotte est très très compliquée. On est géré comme une sorte de vestige colonial. Je pensais que ça irait en diminuant. En fait, ça va en augmentant. On a démoli la CIM. Jusqu'à présent, on n'a même pas, ceux qui disent qu'ils ont de l'ingénierie n'ont même pas été foutus de liquider la société qu'ils ont tuée. Et les communes continuent de cotiser 7, 8, 9 millions d'euros par an, des gens qui n'ont déjà pas d'argent. Ils ont tué. Parlez du SMIAM notamment. Le SMIAM, ils vont bientôt liquider le syndicat des eaux. Ils ont liquidé la CIM. Mais vous savez ce qu'ils font de la CIM ? D'abord la CIM, tout le monde, personne n'ose en parler. Mais à la CIM, c'est moi qui ai mis les cadres, je les ai formés, je suis allé chercher des gens à métropole, etc. Par rapport au manque d'ingénierie dont on parle souvent. On a fait tout ce siège, j'ai formé des gens, j'ai fait de cette société un outil pour le développement de Mayotte, et j'ai même un courrier qui venait du ministère et qui me félicitait parce que des gens voyaient la CIM comme un outil de développement de Mayotte. Ils ont décimé la CIM sur à peu près 23 à 25 cadres. À l'heure actuelle, 20 cadres sont partis. 20. Il y avait 6 directeurs à la CIM. 5 sont partis avant-hier. Je suis à peu près sûr que le dernier va partir. Décimer l'ingénierie de la CIM. La CIM décimée. Et le directeur général, on lui a même refait son renouvellement pour 5 ans, ce qui n'était pas arrivé avant. Au moment où on disait qu'on ne pouvait pas garder trop longtemps, etc. Lui, on va le garder très longtemps parce qu'il fait de très bon travail. Quel bon travail il fait. D'abord, il a viré tous les éléments clés de la CIM et il a fait de la CIM juste un organisme qui va acheter des logements construits par de grands groupes avec des entreprises qui ne seront pas mahoraises, qui construisent, qui ne feront pas d'appel d'offres, qui viennent parfois avec leurs entreprises, qui vendent ces logements à la CIM. La CIM ne fera que les louer et la CIM est devenue un outil pour ghettoiser Mayotte. Ghettoiser Mayotte, et on va le payer pour 50, 60 ans. Mahmoud, un dernier mot. Le temps nous presse, on a un peu dépassé. 170 000 euros, c'est une somme considérable. Vous avez expliqué que vous êtes prêt à aller plus loin, jusque dans les cours de justice européenne. C'est beaucoup d'argent. Comment vous en sortez aujourd'hui financièrement ? Moi, c'est pas. Dans ce que j'attaque, il y a un principe. Financièrement, moi, je suis KO. Je ne le cache pas. Je pense que depuis que j'étais étudiant, je n'ai jamais été dans autant de problèmes que maintenant. Mais je le vis très très bien. Je dors très bien. Parce que ce n'est pas ma préoccupation. J'en fais une question de principe. Même si personne ne veut m'aider, j'ai fait une question de principe. D'abord, j'ai perdu plus que 170 000. Parce qu'ils m'ont pris l'argent, ils m'ont fait payer des intérêts. La procédure m'a coûté 30 000 euros jusqu'à maintenant. Et n'en parlons pas le temps que j'ai perdu, etc. Donc il y a quand même tout ça. Et ils auraient pu faire pire. Parce qu'ils voulaient en fait que je parte avec 0.
c'est pas une question d'argent. Mais je voudrais, par principe, porter cette affaire au plus haut niveau parce que je considère que aller prendre une décision qui ne concerne que Mahmoud Ouaziari, dire que le mot rémunération, quand il s'agit de Mahmoud Ouaziari, il peut être interprété autrement que la façon dont il est interprété en France, ailleurs en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde civilisé, et que juste pour Mayotte, pour ce Maoré-là, qui emmerde l'État, que les juges n'aiment pas, que la fachosphère n'aime pas, que tous les machins n'aiment pas, pour lui, et seulement pour lui, on peut interpréter ce mot, alors que n'importe qui connaît le sens de ce mot, parce que tout le monde signe des contrats. C'est du racisme pour vous? Oui. Je n'allais pas utiliser le mot, mais quand j'irai beaucoup plus loin, au niveau des droits de l'homme, au niveau de défenseurs des droits que je vais voir, et puis au niveau de l'Europe, c'est ça que je vais mettre en avant, parce que le juge, dans le dossier, a écrit qu'il ne me prend pas tout, il m'en laisse un peu, et c'est déjà beaucoup pour moi. Merci beaucoup, Mahmoud, d'avoir accepté ce temps de parole un peu plus long qu'à l'accoutumée. Merci Pierre, mais c'était important. donné. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment la rencontre entre la maire de Chirongui et le sous-préfet Lic, ou encore le conseil départemental qui signe la déclaration de Paris. Au montage, Leslie Vumenet. À Mayotte, près de 300 patients porteurs du VIH sont actuellement pris en charge par les infectiologues du CHM. Chaque année, environ 30 nouveaux patients sont dépistés et bénéficient d'un traitement. Depuis plusieurs années, l'association Narikem Sada se bat pour sensibiliser la population, mais également les pouvoirs publics. Plusieurs grandes victoires sont à noter, à commencer par la signature de la déclaration de Mayotte par l'ensemble des 17 communes de l'île. Cette dernière poursuit un objectif fixé par l'ONU-SIDA, à savoir réussir à l'horizon 2020 à ce que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. 90% de toutes les personnes infectées par le VIH et dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et que 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral aient une charge virale durablement supprimée. Pour aller plus loin, aujourd'hui le conseil départemental va signer dans la capitale la déclaration de Paris dont est inspirée celle de Mayotte. Une manière d'inscrire l'île au lagon dans cette dynamique mondiale qui vise à mettre fin au sida d'ici 2030. L'antenne de Mayotte du Conservatoire botanique national de Mascarin a bénéficié d'un financement européen pour la réalisation d'un projet autour de la connaissance et de la conservation de la flore méconnue de Mayotte. L'herbier de Mayotte a été au cœur du projet. À l'aide de 39 spécialistes en botanique, de nombreux spécimens ont pu être étudiés et déterminés. Selon le CBNM, 8 nouvelles espèces ont été confirmées pour la science, c'est-à-dire des espèces qui n'avaient jusqu'à aujourd'hui pas de nom. Toutes ces espèces indigènes, rares et endémiques de l'île sont directement menacées de disparition par les activités humaines, notamment les atteintes au milieu naturel. Certaines sont classées en danger critique d'extinction. Ce projet a également permis la mise en évidence de la présence de 22 nouvelles espèces pour le territoire de Mayotte qui sont présentes ailleurs dans le monde mais qui n'avaient jamais été mentionnées jusqu'à aujourd'hui à Mayotte. Néanmoins, plus de 4000 spécimens resteraient encore indéterminés au sein de l'herbier et nécessiteraient d'être étudiés. Il existe donc de fortes probabilités pour que de nouvelles espèces soient découvertes. Lundi, la maire de Chirongui a reçu le sous-préfet Julien Cardoncuf en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Depuis le début de l'année, 90 opérations ont été menées sur la commune de Chirongui, engageant plus de 900 effectifs de gendarmerie et de police. 936 interpellations ont donné lieu à 850 procédures d'éloignement. Rokala Hadji a exprimé sa volonté de continuer ce partenariat entre le pôle sécurité de Chirongui et les services de la préfecture, de la gendarmerie et de la police nationale pour continuer à lutter contre l'immigration clandestine. Selon la maire, chaque citoyen doit être acteur de cette lutte. À ce titre, la ville de Chirongui met à disposition des services de l'État un local qui permet une meilleure coordination sur ces actions ponctuelles. Julien Cardoncuf a également abordé la mise en place de l'opération Chikandra qui vise le renforcement des frontières, la réaffirmation de la présence à terre, l'approfondissement du travail judiciaire et la coopération internationale. Avec un montant pouvant varier de 48 à 277 €, le chèque énergie émis par l'administration fiscale est un coup de pouce financier pour les foyers avec peu de ressources. En place depuis 2018, cette aide a néanmoins du mal à se faire connaître sur l'île aux parfums. Ce matin, une conférence de presse est tenue à la Case Rocher pour rappeler l'utilité de ce chèque et évoquer les chiffres de consommation qui n'atteignent pas les 50%. Paul-Arthur Avit était sur place, compte rendu.
En 2018, ce n'était que 43% des chèques énergie qui étaient utilisés sur les 3000 attribués sur l'île aux Lagons. Cette année, les chiffres n'ont quasiment pas bougé, malgré une augmentation du nombre de bénéficiaires. De 3000, nous sommes passés à 4000 chèques distribués, mais toujours que 40% d'utilisation, soit environ 2400 chèques évaporés dans la nature, alors qu'ils auraient permis d'aider financièrement certains foyers. Alors, le chèque d'énergie est un dispositif d'État qui a été développé en remplacement du tarif de première nécessité, le TPN, et il est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il est là pour apporter aux ménages les plus modestes un complément de revenus, et donc c'est une aide vraiment à la consommation d'énergie. Une aide à la consommation d'énergie sous-exploitée sur Mayotte, à l'image de la distribution des ampoules LED par EDM pour consommer moins, qui n'ont eu qu'un impact minime sur la population. Pour remédier à cela, EDM et la préfecture relancent leur campagne de sensibilisation pour encourager la population à avoir recours à ces chèques. Nous avons déjà lancé avec EDM une campagne de communication en début de période de lancement de ce chèque, qui est un chèque annuel qui est lancé au mois de mars et qui est valable 1 an et donc valable jusqu'au mois de mars suivant. Donc une première campagne a eu lieu après le Ramadan et là nous sommes environ à mi-campagne, c'est-à-dire entre 2 mois de mars. Et il nous semblait important de reprendre cette communication parce que le taux d'utilisation de ce chèque n'est aujourd'hui pas suffisant. Et donc on voulait appeler à nouveau les Mahorais à utiliser le chèque qui leur est destiné, qui leur permet de réduire leur facture d'électricité. Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur le site de l'administration fiscale. Des tutoriels sont disponibles quant à eux sur le site d'EDM. Dans le cas où vous n'auriez pas accès à Internet, rendez-vous directement chez EDM. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.